Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 février 2021 pour le 222e rapport de situation sur le Donbass. C'est un rapport principalement axé sur l'escalade de la situation militaire, principalement en RPD, mais aussi sur l'évolution de la situation en Ukraine avec la censure des principaux médias d'opposition. Et je vais revenir aussi sur le cas Navalny puisqu'il est de nouveau passé au tribunal pour une autre affaire cette semaine et ça a été assez édifiant. Sur le plan militaire, du 30 janvier au 5 février 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 32 reprises, donc on est un peu moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 188 munitions, dont 75 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on a moins de munitions, mais plus du double en termes d'obus de mortier, ce qui est pas bon signe. Il faut y rajouter les 2 violations du cessez-le-feu et les 16 munitions, dont 12 obus de mortier de 120 mm tirés durant les dernières 24 heures. Et ce matin même, l'armée ukrainienne a tiré à l'artillerie de 122 mm en direction du village de Staro-Mikhailovka, donc qui est en périphérie de Donetsk. C'est la première fois que l'artillerie lourde est ressortie et utilisée depuis en fait, le cessez-le-feu renforcé en juillet de l'année dernière, ce qui est très très mauvais signe. Ces tirs ont blessé un civil et 3 soldats en RPD et endommagé 10 habitations. Les pertes hors combat de la semaine côté ukrainien sont de 5 morts. Ils ont eu 3 suicides et 2 soldats qui ont sauté sur leur propre mine ou propre engin explosif. Et comme je le disais, l'augmentation du calibre des armes utilisées par l'armée ukrainienne n'est pas la seule chose inquiétante. Le déploiement d'armes lourdes qui a été détecté par la République populaire de Donetsk est lui aussi assez inquiétant, puisque les services d'enseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 63 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk, à savoir dans le détail 18 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, un obusier automoteur Gvozdika de 122 mm, 5 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 2 systèmes de missiles anti-chars radioguidés Sturm S de 130 mm, un système de défense antiaérien OSA, 2 systèmes de défense antiaérien Shilka, un système de défense antiaérien Zushka, un véhicule de transport de troupes blindées type BTR, 30 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM et un véhicule de transport de troupes type MTLB. Alors moi quand je vois 18 obusiers automoteurs Akatia près de la ligne de front, je me dis que les tirs de 122 mm, ça va pas être le plus gros calibre qu'on risque de se prendre dans la tête dans les jours ou semaines à venir. Parce que je pense pas que tu amènes 18 canons, enfin 18 obusiers automoteurs de 152 mm près de la ligne de front pour faire joli. Voilà. Bon, bien entendu, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne continue de brouiller le signal des drones de l'OSCE. Je vous montre la petite carte de la semaine. Cette semaine, on a eu aussi au rayon nouvelles militaires un soldat ukrainien qui a déserté et est passé du côté de la RPD. Il s'appelle Anatoly Taranenko. Il servait dans la première brigade de chars des forces armées ukrainiennes. Il subissait en fait des abus de la part de 3 sergents. Puis ses commandants n'avaient rien à foutre. Il a donc contacté la RPD qui a organisé avec succès son exfiltration le 28 janvier. Donc il expliquait qu'il subissait des violences physiques et des humiliations permanentes donc de la part de ces 3 sergents qui, en plus de maltraiter leurs camarades, vont voler du pognon au niveau du salaire des soldats. Ils ont piqué une partie du salaire des soldats, puis ils l'ont filé au commandant du bataillon. Donc c'est magnifique quand même. Bon, Taranenko a été pris en charge par des psychologues une fois arrivé en RPD, puis il a été avec le CCCC aux endroits qui ont été récemment bombardés, où il a pu constater que voilà, il n'y a que des civils dans les zones qui sont visées par l'armée ukrainienne. Il a pu aussi appeler sa femme pour la rassurer, lui dire qu'il est sain et sauf, et expliquer ce qui s'est passé dans son unité, mais aussi ce qu'il constate de ses propres yeux ici, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne tire sur des civils. Ça lui a fait un peu un choc à la madame. Bon, ce que je peux comprendre, parce qu'ils ont une telle propagande côté ukrainien que je pense que quand tu te prends ça dans la gueule, ça peut te faire un peu bizarre. Et donc, comme je le disais, cette semaine, donc l'armée ukrainienne, comme on a pu le voir, a intensifié les bombardements contre la RPD, surtout entre les 2 et 3 février, où elle a tiré massivement sur 2 localités, le village de la mine 6-7, qui est en périphérie de Gorlovka, et Signal-Noyer. Ils ont commencé par Signal-Noyer le 2 février au matin. L'armée ukrainienne a endommagé 5 habitations.
heureusement sans faire de victimes parmi les civils. Et comme je le disais, donc, le soldat ukrainien qui a déserté a été emmené sur place par le CCCC. CCCC qui a pris de nombreuses photos des destructions que je suis en train de vous montrer. Andrei Rudenko, qui est le journaliste de Rossiya Adin, a interrogé les habitantes qui étaient sur place, qui ont confirmé que les tirs venaient bien, de l'armée ukrainienne, et que de deux, il n'y a pas de soldats, pas de position, pas de... Non, enfin, ils ont tiré que sur des civils, quoi. Chose qui a aussi été confirmée par Taranenko. Puis dans la nuit du 2 au 3 février, c'est donc le village de la mine 6-7 en périphérie de Gorlovka qui s'est retrouvé pris sous les tirs de l'armée ukrainienne. Ils ont tiré à l'obus de mortier de 120. Les tirs ont endommagé 3 habitations et grièvement blessé un monsieur de 65 ans. Il s'est retrouvé avec une fracture ouverte de l'avant-bras gauche, des côtes cassées, un pneumothorax, une blessure au crâne et une commotion due au souffle de l'explosion. Il a été envoyé à l'hôpital où il est soigné bien entendu pour ses blessures. C'est pas bon signe en tout cas le fait que l'armée ukrainienne recommence à tirer de manière maintenant régulière sur les zones résidentielles et avec de l'armement lourd. C'est-à-dire que quand ils ont recommencé à tirer, ils tirent à coups de BMP, là maintenant ils tirent à coups de mortier de 120 mm et là ce matin ils ont ressorti le 122. Quand je vois qu'il y a, comme je disais, 18 obusiers automoteurs à 452 mm, je suis un petit peu inquiète. Je suis d'autant plus inquiète que l'intensification des bombardements et l'augmentation du calibre des armes utilisées n'est pas la seule chose qui est un peu du genre mauvais signe, puisqu'après avoir censuré donc, les 3 principales chaînes d'opposition en Ukraine, j'y reviens en détail après, Zelensky a lancé une inspection surprise des unités des forces armées ukrainiennes dans le Donbass. Le but étant de vérifier leur état de préparation au combat. Bon, alors la concordance de timing entre le muselage de l'opposition et cette inspection, plus l'augmentation des bombardements, et entre autres contre les zones civiles ici, ça semble quand même indiquer que l'Ukraine se prépare à une nouvelle offensive dans le Donbass. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont la faire demain, pour les débiles pro-Kiev qui ne comprennent pas la différence. Ça veut dire qu'ils se préparent à ça. Bon, clairement, on est pas mal à penser que ça va être selon un scénario type Karabakh, c'est-à-dire avec l'utilisation de drones de manière importante. L'Ukraine s'en est pas cachée, d'ailleurs ils ont dit clairement qu'ils veulent acheter massivement des fameux drones Bayraktar à la Turquie. Clairement, c'est pas très très bon. C'est pas très très bon. Le blogueur Anatoly Chary a rappelé à ses lecteurs et auditeurs qu'il les avait déjà prévenus l'année dernière que c'est ce qui allait se passer. D'ailleurs, je pense que Chary, avec la chaîne Nash, sont les prochains dans le collimateur de Zelensky. Et comme je disais, en plus de ce que les services de renseignement de l'RPD ont détecté et de ce qu'on reçoit sur la gueule, on a des sources qui indiquent que les 26 et 27 janvier 2021, des trains ont déchargé dans la gare de Mariupol des roquettes pour lance-roquettes multiples grades. Ça c'est du 122 mm, et des obus d'artillerie de 100 mm, 122 et 152, c'est-à-dire les 3 derniers, c'est exactement les armes qu'on a détectées en face de chez nous, et le 122 a déjà commencé à être utilisé. Donc ça montre que quand les services de renseignement de l'RPD disent on a détecté ça, et que régulièrement on retrouve ces calibres-là ou ces armes-là qui sont utilisées pour les bombardements contre nous, ça montre que ce sont des sources fiables. D'accord ? Je veux dire, quand les gens me disent ouais, mais tu peux pas vérifier, on le vérifie avec l'expérience, d'accord ? Quand dès le 26-27 janvier, on te dit attention, il y a ça qui vient d'être déchargé en gare de Mariupol, et que quelques jours plus tard, on se prend des obus de 122 mm sur la gueule, et qu'on commence à voir des obusiers automoteurs à 452 mm déployés un peu partout, tu commences à te dire que ta source, elle avait raison, parce que si tu amènes des obusiers, il te faut des munitions, donc voilà, elles ont été déchargées les 26 et 27 janvier. Voilà, donc ça prouve que y a réellement quelque chose à l'œuvre, et ça c'est pas bon. Les grades, on les a pas encore trouvés. Mais s'il y a des munitions qui ont été amenées pour des lance-roquettes multiples grades, c'est qu'il doit y en avoir. C'est juste qu'il y a dans des zones où, soit plus loin de la ligne de front pour l'instant, soit des zones où on n'a pas réussi à les détecter, tout simplement. Comme je le dis toujours, ce que détectent les services de renseignement de l'RPD, c'est un minima. C'est pas une liste exhaustive. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je pense pas que ce soit Zelensky qui soit à l'initiative, parce que l'Ukraine ne décide de rien. Ce qui va se passer en réalité, c'est que l'Ukraine va être utilisée comme champ de bataille pour une guerre par
procuration contre la Russie par les États-Unis et le Royaume-Uni, parce que en fait c'est les deux marionnettistes en Ukraine. Joe Biden a déjà ouvertement désigné la Russie et la Chine comme ennemis, donc je pense qu'il suffit juste en fait d'attendre que la situation intérieure, soit politique et ou économique, de l'un ou l'autre de ces deux pays dégénère suffisamment, et ils donneront le feu vert à l'Ukraine, ce qui permettra de désigner la Russie comme agresseur et de prendre une nouvelle sanction contre elle, tout simplement, et peut-être même stopper le projet Nord Stream 2, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec leur clown Navalny. Voilà, voilà. Et puis, sur le plan diplomatique, cette intensification des bombardements a eu lieu sur fond de réunion des groupes de contact trilatéral au format vidéoconférence, donc on continue, même si ça mène à rien, toujours. Au niveau du sous-groupe dédié aux questions de sécurité, la délégation ukrainienne a rejeté toutes les propositions de la RPD pour rétablir les garanties de sécurité et la reprise des travaux de réparation et de reconstruction de la branche du gazoduc Krasnogorovka-Marinka. Donc il y a des gens qui sont privés de gaz parce que l'Ukraine n'est pas foutue de donner des garanties de sécurité qui tiennent un peu la route. Ils ont aussi, côté ukrainien, déclaré une fois de plus qu'ils ne voient pas la nécessité de préciser ou de compléter les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu et surtout le fameux mécanisme de coordination qu'ils ont totalement foutu en l'air, je le rappelle, quand ils ont annulé à la dernière minute une visite conjointe de leur position près de Choumi, position d'ailleurs depuis lesquelles ils ont tiré sur le village de la mine 6-7 où ils ont blessé ce monsieur. Comme quoi, on avait bien fait de demander une inspection. Les négociations concernant le volet politique n'ont pas été plus fructueuses, parce que la partie ukrainienne continue de faire comme si le projet de feuille de route présenté par la RPD et la RPL n'existait pas, et de dire on attend celui de la Russie. Mais la Russie n'est pas partie au conflit. Si vous regardez les accords de Minsk, à aucun moment la Russie n'est mentionnée comme partie au conflit, jamais. Donc forcément ça avance pas. Et puis comme ils ont bloqué toute discussion sur cette question, ils ont dit on va commencer à discuter le reste. Mais les RPD et les RPL leur ont dit mais non, parce que tant qu'on n'a pas avancé sur la feuille de route, nous on considère qu'il n'y a aucune garantie que vous allez réellement appliquer les accords de Minsk. Donc on discute rien d'autre, c'est tout. Tant que ça avance pas sur le projet de feuille de route, les autres points du volet politique, ça avancera pas, c'est tout. C'est pas un truc à la carte, c'est pas je prends entrée ou dessert, quoi, tu vois. Non, tu dois appliquer tout, voilà, point. Concernant le volet humanitaire, et entre autres particulièrement l'échange de prisonniers, c'est pareil. Ils refusent toujours d'étudier, côté ukrainien, les propositions des républiques populaires pour l'appurement judiciaire des prisonniers qui ont déjà été échangés. Et puis de manière générale, ils ne sont pas foutus de formuler une position cohérente sur les questions justement liées à la procédure des échanges de prisonniers et à l'ouverture de nouveaux points de passage sur la ligne de front. Et puis concernant le volet économique, la RPD a demandé à l'Ukraine quand même de faire le premier pas et de calculer déjà au moins le montant des arriérés de salaire qui sont dus aux employés des chemins de fer. Bon, je pense que ça va être comme pour la société eau du Donbass, c'est-à-dire que c'est la RPD qui va finir par payer les dettes de salaire qui sont dus par l'Ukraine. Je veux dire, faut pas... moi j'ai aucune illusion là-dessus. Voilà. Et puis j'ai parlé très brièvement du coronavirus. En RPD, on en est à 21 532 cas, dont 1847 morts et 11 244 guéris. En RPL, on en est à 2722 cas, 235 morts et 2256 guéris. Et en Ukraine, on en est à 1 241 479 cas, dont 23 516 morts. Et ils continuent de battre des anti-records, et ils sont toujours là en train de dire qu'ils veulent pas du vaccin russe. Alors oui, ils nous ont fait chier parce qu'en RPD et en RPL, donc la vaccination contre le coronavirus a commencé, ça y est, on a reçu toute fin janvier les premiers batchs de Sputnik 5. Le chef de la RPD a donné l'exemple. Et alors c'était très drôle parce que sa photo s'est même retrouvée dans la revue Nature pour illustrer la campagne de vaccination en Russie. Voilà. Bon, depuis ils ont changé l'article, donc c'est plus cette illustration-là. Mais quelqu'un a eu le temps de faire un screenshot, donc voilà. Bon, l'Ukraine a hurlé. Ils ont hurlé que c'était inadmissible, que machin patin couffin. Enfin bon, on va pas laisser notre population se faire infecter par le coronavirus parce que vous refusez
de faire ce qu'il faut pour des prétextes russophobes débiles. Hein, je veux dire, ça va bien. Stop. On s'en fout de votre avis. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez ou vous voulez pas. Hein, voilà. Et alors, je vais vous parler de Navalny. Alors, Navalny, il est littéralement en train de sombrer façon Titanic. Bon, je reviens pas en détail sur son histoire d'empoisonnement qui prend de plus en plus la flotte. Hein, surtout après que les médecins allemands ont publié son dossier médical et ses résultats d'analyse de sang, sauf bien sûr celles qui concernent le Novichok, hein, faut pas déconner non plus. Bon, ces analyses de sang montrent clairement qu'il souffre bien d'une pancréatite qui aurait pu entraîner une hypoglycémie sévère. Je vous renvoie vers mon article pour tous les détails. D'ailleurs, ces symptômes collent bien plus avec ça qu'avec un empoisonnement au Novichok. Entre autres, par exemple, les pupilles de Navalny était dilaté au moment où les médecins allemands l'ont pris en charge pour l'emmener à Berlin et contracté quand il est arrivé en Allemagne. Or, le Novichok, comme tous les organophosphates, te provoque une contraction des pupilles. D'accord ? Donc s'il avait été empoisonné en Russie, en fait, il aurait dû avoir les pupilles contractées dès le départ de l'avion depuis la Russie, tu vois, et pas juste à l'arrivée à l'Allemagne. Voilà. Autre petit truc d'ailleurs qui contracte les pupilles comme ça, et qui est d'ailleurs un inhibiteur de cholinestérase, c'est les gouttes pour le glaucome. Or je rappelle que Navalny a des problèmes aux yeux. Hein. Son ophtalmo personnel étant membre d'ailleurs de son petit groupe d'activistes. Hein. Donc de là à se dire d'où pourraient venir les traces d'inhibiteurs de cholinestérase qui ont été retrouvées dans le sang de Navalny. Il y a pas mal de gens qui pensent que le père Navalny a très certainement un glaucome et que tout simplement c'est des gouttes pour glaucome qui ont donné ce résultat-là. C'est tout. Voilà. On a découvert aussi dans ces analyses du lithium. Le lithium, c'est quand même un traitement pour les troubles bipolaires. Ce qui expliquerait pas mal de comportements de Navalny, dont ceux du dernier procès en date, je vais en reparler. Bon, l'histoire sur laquelle il aurait fait avouer un de ces empoisonneurs du FSB, c'est encore plus risible, hein, parce que bon, si le mec faisait partie de l'équipe qui suit Navalny depuis soi-disant 4 ans, comme il le prétend, la voix de Navalny, elle est très facile à reconnaître. Donc le mec, il l'aurait eu au téléphone, il l'aurait raccroché tout de suite, déjà, pour commencer. Deuxièmement, tous ceux qui connaissent les procédures des services secrets russes savent qu'aucun agent du FSB ne parlerait d'une mission ou ne ferait un rapport par téléphone, jamais, pour des raisons évidentes de sécurité. Hein, ceux qui croient vraiment qu'un agent du FSB va se mettre à table au téléphone en croyant parler à l'assistant du secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, faut arrêter de croire aux licornes et aux contes de fées. Non, sérieusement, un agent du FSB ne parle pas d'une opération avec quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'opération en question. De une, de deux, il le ferait encore moins par téléphone, et encore moins de trois sur une ligne non sécurisée, et surtout pas avec quelqu'un d'une autre administration. Hein, ça a été d'ailleurs confirmé par Yakov Kedmi, dont j'ai déjà parlé ici, qui est un expert fréquemment cité sur les chaînes russes, et qui est un ancien des services secrets israéliens, donc c'est bien quelqu'un qui connaît les procédures des services secrets, c'est bien lui. Il a dit clairement, un agent du FSB ne rapporte qu'à son supérieur hiérarchique direct, d'accord, qu'à son commandant. Et à la fin d'une opération, il fait un rapport écrit, son supérieur fait un rapport écrit, point barre. Voilà. Et la discipline au sein du FSB, non, c'est pas la croisière s'amuse, quoi. Faut arrêter les conneries. Non, c'est extrêmement strict, d'accord. Le FSB est l'un des meilleurs services secrets au monde, c'est pas pour rien. Les mecs font pas n'importe quoi. En plus, l'agence Riafan avait fait un article là-dessus où il montrait que le mec qui est censé être un spécialiste en chimie, en fait, il a pas l'air de s'y connaître tant que ça. Il se contredit lui-même. Il a pas l'air trop de savoir ce qu'il foutait à Omsk. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Bon, après, Navalny s'est pris une méga claque, donc avec le fameux debunking de sa pseudo-enquête sur le palais de Poutine, dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus en détail. Donc le fameux palais, qui est pas du tout un palais, qui est un futur hôtel de luxe qui appartient non pas à Poutine, mais à Arkady Rotenberg. Donc bon, déjà là, et puis leur histoire de moisissure, pour justifier le décalage entre ce que Navalny a montré et la réalité, tout le monde s'est foutu de leur gueule, très sincèrement. Et puis, le naufrage a continué lorsque les liens entre Navalny et les services secrets occidentaux ont été
divulguée via une vidéo qui date de 2012, qui a été prise dans un restaurant de Moscou par le FSB, et qui montre à Chourkov, le fameux Chourkov dont je vous avais déjà parlé, qui est le bras droit de Navalny, hein, qui est le directeur de la fameuse fondation FBK, demander de manière un peu détournée 10 à 20 millions de dollars par an à un employé de l'ambassade britannique que le FSB considère comme étant un agent non officiel du MI6. Oui, puis quand tu rajoutes à ça que tu vois les sommes qui sont tombées sur le portefeuille Bitcoin de Navalny, entre autres pendant son audition concernant son sursis, c'est des gros montants. Il reçoit des millions de roubles, et au final, ça fait des sommes en millions d'euros. Je veux dire, il n'y a aucun blogueur russe, il y avait un blogueur russe qui était passé chez Solovyov, qui avait dit, mais tous les blogueurs de Russie rêveraient de recevoir des dons d'un montant pareil. Il n'y a personne, même parmi les blogueurs russes les plus connus, qui touche des montants pareils en termes de dons de la part de leurs auditeurs. Jamais. Donc, c'est très, très, très bizarre. Et donc, après que les juges aient transformé son sursis en peine de prison ferme, hein, donc il est condamné à 2 ans et demi, parce qu'il avait 3 ans et demi de sursis, et il avait fait 1 an de détention à domicile, en gros, hein. Donc il doit encore passer 2 ans et demi en tôle. Navalny, donc après ça, a fini son naufrage lors de son audition pour les insultes dont il avait gratifié un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, donc l'année dernière, je vous rappelle, il y avait eu donc des modifications à la constitution russe qui avaient été proposées, qui ont été votées hein, par référendum, les Russes sont allés voter pour ça. Et il y avait eu une vidéo qui avait été tournée avec plusieurs personnalités, dont Ignat Artyomenko, qui est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, pour apporter leur soutien aux changements qui étaient proposés. Voilà, c'est des gens qui, on dit, bah oui, nous on soutient ça. Voilà, c'est encore tout à fait légal, hein, aux dernières nouvelles. Et voilà le tweet que Navalny avait écrit à l'époque, qui est toujours visible sur son mur Twitter, hein, parce qu'il a pas retiré ce connard, hein, il a même pas honte. Hein. Je vous le traduis. Oh les voilà, les pigeons, je dois admettre que jusqu'à présent, l'équipe de laquais corrompus semble un peu faible. Regardez-les, ils sont une honte pour le pays, des hommes sans conscience, des traîtres. Des traîtres. Alors, c'est clair qu'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui a risqué sa vie quand même pour vaincre l'Allemagne nazie, c'est pas trop passé. Donc le vieil homme de 94 ans a porté plainte. Et l'audition de Navalny devant le tribunal, qui devait avoir lieu initialement, en fait, juste après le moment de son pseudo-empoisonnement, comme c'est bizarre, a finalement commencé en fait cette semaine. Hein, donc ils ont reporté une fois qu'il était revenu, puisqu'il n'est pas pu venir l'année dernière. Maintenant, t'es là, tu viens. Et ça a été un festival. Un festival. Au lieu de faire ce que n'importe quelle personne, scène d'esprit, ferait dans un tel cas, hein, ce que font tous les politiciens français quand ils se font prendre avec une déclaration bien ignoble, la plupart s'excusent platement, hein, retirent le tweet, et puis voilà. Non, lui, non seulement il s'excuse pas, mais il s'est littéralement enfoncé tout seul. Quand je vous dis, le naufrage du Titanic. Alors, il a sorti qu'il connaissait soi-disant pas Artyomenko, sauf que, comme vous le voyez sur le tweet, je veux dire, il avait même mis dedans, il avait intégré la vidéo dans laquelle apparaît le vétéran. Il a été sortir que les proches d'Artyomenko sont des gens sans scrupules qui vendent leur grand-père. Il a même traité le petit-fils d'Artyomenko de prostituée. Il a dit que le grand-père était l'objet d'un trafic, qu'il était une sorte de poupée à qui on a mis en gros un uniforme et à qui on a collé des médailles. Enfin, voilà, donc là c'est hallucinant. Donc non seulement il a continué d'insulter le vétéran, mais il a insulté ses enfants et petits-enfants, c'est magnifique. Le pauvre homme en a fait un malaise. Il a fallu faire venir une ambulance, mais c'était pas assez pour Navalny, hein, voilà. Malgré la réaction horrifiée de ses avocats, il a continué. Il a traité Artyomenko donc de marionnette. Donc dit que ses proches le vendaient pour de l'argent, avant de sortir comme un taré, donc que les membres de sa famille étoufferont hein, le grand-père pendant la nuit pour l'emblâmer. Non, mais je vous jure, c'est exactement ce qu'il a sorti, d'accord. Il y a des vidéos, je veux dire, Russia Today a publié l'échange qui a eu lieu entre Navalny et le petit-fils d'Artyomenko. Tu dois te pincer pour vérifier quoi, que tu as bien entendu ce que tu as entendu, parce que c'est tellement horrible ce qu'il a sorti.
le petit-fils d'Artyomenko lui a dit mais comporte-toi comme un homme, et excuse-toi, quoi. C'est tout ce qu'on te demande. Excuse-toi. Et l'autre, non, il s'enfonce. Il traite le petit-fils de prostituée qui vend son grand-père. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? N'importe quoi. Les juges ont dû interrompre la séance, dire aux avocats de Navalny de calmer leurs clients. Et que s'il faisait encore une sortie comme ça, parce qu'il s'est déjà pris 2 avertissements, ils ont dit au 3e, votre client il dégage et l'audience se passera sans lui. La session se poursuivra le 12 février, ils n'ont pas réussi à finir, parce que l'autre il n'arrêtait pas de faire des sorties débiles. À un moment, parce que bon, le vétéran faisait sa déposition par vidéoconférence, hein, parce que vu son âge, aller le mettre dans une salle de tribunal où, avec le coronavirus et tout, c'était un peu trop dangereux, donc il a fait son truc par vidéoconférence. À un moment, Navalny demande qui est à côté de lui, si c'est Margarita Simonian, enfin, je veux dire, qui lui souffle les trucs. Les juges ont dit non, mais c'est quelqu'un de la cour qui est avec lui pour s'assurer que ses droits sont respectés. Il dit pourquoi la personne n'apparaît pas, est-ce qu'elle est à poil, enfin, Gilles de la Tourette, le délire, quoi, complet. Les médias pro-Navalny ont masqué, bien sûr, hein, tous les propos orduriers qu'il a sortis, essayé de faire croire qu'il s'était soucié de l'état de santé du vétéran, mais là, on touche le fond, hein, je veux dire... Non, il s'en est pas soucié. Je veux dire, quand tu racontes que ses enfants et ses petits-enfants vont l'étouffer pendant la nuit pour mettre ça sur le dos de Navalny, je veux dire, t'es un taré, d'accord? Je veux dire, il s'est pas du tout inquiété de l'état de santé du vétéran quand il l'a insulté, quand il a insulté ses enfants et petits-enfants devant le tribunal. Je veux dire, faut arrêter, c'est n'importe quoi, ce mec est une sombre merde. Bon, d'ailleurs, très peu de ses soutiens sont venus devant et dans le tribunal. Il y avait juste 2 diplomates, un Britannique et un Français. C'est les seuls qui sont allés s'humilier dans ce truc. D'ailleurs, les habitants, à un moment, l'ambassade britannique, ils avaient garé la voiture non loin du tribunal, près d'une zone, enfin, d'un immeuble, et les gens ont dit non, vous dégagez, il est hors de question que vous gariez votre voiture ici, cassez-vous, enfin, tu vois, non, nous, on soutient pas ça, barrez-vous, quoi. Là, franchement, puis bon, au niveau, il y a eu 3 pégus qui sont venus devant le tribunal pour le soutenir. Alors pourquoi? Parce que en fait, en Russie, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des légendes vivantes. Hein, c'est des gens quand même qui ont risqué leur vie pour vaincre l'Allemagne nazie. Ils sont intouchables en Russie. Ce qu'a fait Navalny, c'est le pire crime qui soit. Je rappelle qu'en Russie, le jour férié le plus important, c'est quand même le jour de la victoire. Et que le régiment immortel, avant l'épidémie de coronavirus, je crois qu'il y avait 10 millions de personnes en Russie qui y avaient participé. Donc, comme l'a écrit un Russe sur Twitter, Navalny ferait bien de s'accommoder de sa cellule de prison et de tout faire pour y rester. Parce qu'en insultant un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il a dit « Maintenant, ton principal ennemi, c'est pas le Kremlin, c'est les Russes. C'est le peuple russe tout entier. Parce que ce que t'as fait, là, c'est absolument... Là, il a touché le fond. Là, il est au fond de la... c'est même plus de la cuve des chiottes, il est au fond de la fosse septique, là. Tu vois, là, c'est... voilà. Il n'y a que les débiles de Bellingcat, comme Christo Groziev, je vous montre ses tweets, hein, où lui, il a trouvé ça drôle. Il a trouvé ça hilarant que l'autre, il fasse des sarcasmes sur la nudité de la juge qui serait avec Artyomenko pendant son témoignage par vidéoconférence. Ça en dit long sur qui sont les mecs de Bellingcat. D'accord? Je rappelle quand même, pour ce connard de Navalny, oui, j'ai pas de respect pour ce mec-là. L'homme que tu as insulté est l'un des nombreux millions qui ont risqué leur vie pour que tu existes, connard. Hein, voilà. Si tu es en vie, si tu es né, c'est grâce à Artyomenko et des millions comme lui qui ont donné leur vie pour que la Russie soit pas envahie par l'Allemagne nazie. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires, ça en dit long sur qui est Navalny. D'ailleurs, là, les manifs de soutien à Navalny se sont arrêtés, à la demande des organisateurs, entre autres Volkov. Pourquoi? Parce que c'est un désastre, comme l'a montré, très bien montré d'ailleurs, Xavier Moreau dans sa dernière vidéo de Stratpol à ce sujet. Je vous renvoie sur sa chaîne YouTube. Alors très drôle d'ailleurs, j'ai failli vous le mettre dans le Pendant ce temps-là à Kiev. On a eu Euronews qui a parlé de manifestations d'ampleur, alors qu'ils étaient 3 pégus, ils étaient encore moins que la première semaine, quoi.
C'est pour ça qu'ils ont arrêté. D'ailleurs, les soutiens de Navalny, il y en a plein qui ont pété un plomb en disant mais à quoi ça rime, on a fait 2 trucs, et puis maintenant on s'arrête, comment ça va reprendre à l'été, c'est n'importe quoi, ce qu'on a fait ça rime à rien, donc là il y a des gens qui sont en prison pour rien du tout, enfin tu vois, ça c'est en train de faire un tollé, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Et puis là, avec ce que Navalny est sorti devant le tribunal, je peux t'assurer qu'il y en a plein qui vont le lâcher. Hein. Sa cote de popularité qui était remontée un tout petit peu après son empoisonnement, là, ça va se recasser la gueule, hein, je vous le dis. Hein. Et alors, autre truc très très drôle aussi, qui a aussi failli se retrouver pendant ce temps-là à Kiev, l'inénarrable Paul Gogo, oui je sais, il va dire que je le harcèle encore, a sorti sur Twitter que les manifs étaient téléguidés depuis l'Allemagne. Merci Paul, merci de confirmer que Navalny est bien un agent de l'étranger. Ça c'est du journalisme, bravo. Bravo. Voilà, c'est magnifique. On n'a même pas besoin de faire le travail, hein, ils le font pour nous. Je vais vous parler de l'évolution de la situation en Ukraine, où le 2 février, Zelensky a purement et simplement censuré via des sanctions les 3 principales chaînes télévisées d'opposition, 112 Ukraine, News One et Zik, hein, donc qui sont détenus par Taras Kozak, qui est un député de la plateforme d'opposition pour la vie. Et donc en imposant des sanctions sur Kozak, ils ont en fait fait fermer les 3 chaînes TV qu'ils possèdent. Donc les chaînes TV en question ne peuvent plus émettre. C'est une décision sans précédent. Même Poroshenko n'avait pas été jusque-là. C'est pour vous dire. Quand j'avais dit au moment de l'élection que Zelensky, je sentais bien qu'il allait nous faire une Poroshenko bis, et que plein de gens me disaient mais non, tu vas voir, ça va être différent, c'est pas Poroshenko, il fera pas les mêmes erreurs. J'avais raison. J'en ai marre d'avoir raison. Voilà. Donc voilà, là, il est première fois dans l'histoire de l'Ukraine que des grandes chaînes télévisées sont fermées sans procès, ni enquête, et qu'un citoyen ukrainien est soumis à des sanctions, parce que ça contrevient même à la loi ukrainienne, parce que normalement les sanctions ne peuvent frapper que des personnes ou des entités, c'est-à-dire sociétés, associations, fondations, etc., étrangers ou apatrides. Normalement, tu ne peux pas imposer des sanctions à tes propres citoyens ou à tes propres sociétés. C'est logique. Je veux dire, tu as la justice pour ça. Tu vois, dans ton propre pays, tu as la justice qui est censée faire ce travail-là. Donc là, la décision de Zelensky est totalement illégale, déjà. En plus, ça viole totalement le droit à la liberté d'expression, liberté de la presse, et en plus, ça va envoyer 1500 personnes au chômage. Hein. Alors que l'état de l'économie ukrainienne, à cause des confinements à répétition, et c'est dans un état catastrophique. Donc je sais pas ce que ça va mal se finir, hein, je veux dire. Pour l'instant, les chaînes en question continuent de publier leur contenu sur YouTube, mais les autorités ukrainiennes ont demandé à YouTube de fermer leur chaîne, donc histoire d'obtenir une censure à 100%. Je leur conseille de passer sur des alternatives, genre Odyssey, BitChute, etc. Dépêchez-vous, parce que je pense que ça va pas tarder. Hein. Les bureaux de News One et Zik avaient même été privés d'internet. Le site de la chaîne Zik s'est vu privé de son nom de domaine principal, donc ils ont dû passer sur un nom de domaine de secours. Bon, là, clairement, Zelensky vient de franchir la ligne rouge de la dictature, en nous en faire, donc, comme je disais, même Porky n'a pas osé. Zelensky a justifié sa censure en déclarant sur Twitter que l'Ukraine soutient la liberté d'expression, mais pas la propagande financée par l'agresseur. Hein, je vous montre le petit tweet qu'il a publié. Il a dit « Les sanctions sont une décision difficile. L'Ukraine soutient fermement la liberté d'expression, mais pas la propagande financée par le pays agresseur qui sape l'Ukraine sur la voie de l'intégration européenne et euro-atlantique. La lutte pour l'indépendance est un combat dans la guerre de l'information pour la vérité, et tenez-vous bien, et les valeurs européennes. » J'ai failli m'étrangler, j'étais en train de me remonter, j'ai failli le recracher par le nez quand j'ai lu cette connerie-là. Bon, déjà, où est la preuve que ces médias sont financés par la Russie? Déjà. Hein, en plus, il n'est pas d'accord avec Avakov, je vais y revenir après. Où est la déclaration de guerre officielle de l'Ukraine contre la Russie pour justifier potentiellement la censure de médias financés par le pays agresseur? Il suffit pas de dire que la Russie est le pays agresseur et puis censurer le truc, parce que sinon, à ce moment-là, la Russie déclare que les États-Unis sont le pays agresseur, sans déclaration de guerre, et tous les médias financés par les États-Unis raus dehors. Non, mais sérieusement, enfin, je veux dire, là, stop, quoi, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, si la censure et la dictature prônées par l'Ukraine post-Maïdan sont conformes aux valeurs européennes, je pense que les Européens feraient bien de commencer à se poser 2-3 petites questions. Parce que ça pue pour vous aussi. Bon, les fédérations européennes et internationales de journalistes n'ont pas l'air d'avoir la même conception des valeurs
européennes que Zelensky, puisqu'elles ont condamné cette fermeture des 3 chaînes de télévision. Elles ont dit clairement c'est un truc politique, c'est de la dictature, c'est politiquement motivé, et ça, il faut lever cette interdiction de toute urgence. L'Union nationale des journalistes d'Ukraine aussi a déclaré que c'était absolument inacceptable, que c'était une atteinte à la liberté d'expression, que l'affiliation politique des propriétaires de médias ukrainiens enregistrés en Ukraine n'est pas un crime. Elle a envoyé aussi une plainte à l'OSCE et à d'autres organisations de défense des droits de l'homme. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, sans surprise, ont soutenu cette censure ouverte de médias d'opposition, tout en remerciant Zelensky, tenez-vous bien, pour son assurance sur la nécessité de protéger la liberté et la pluralité de la presse. Fallait oser la sortir, celle-là, surtout sans trembler des genoux. Hein, non, on nage en pleine novlangue, là. Hein, c'est le savoir, c'est l'ignorance, la censure, c'est la liberté. Enfin, au secours, quoi. Là, ça devient... Non, ils ont tous craqué. Hein, ils ont tous pété un câble, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont tous complètement pétés. L'UE, de son côté, l'Union européenne, a joué les acrobates. Alors, ils ont ni condamné ni soutenu. Ils ont dit qu'ils vont évaluer la situation. Ouais, c'est vrai qu'il faut du temps pour évaluer... le passage à une dictature ouverte. Hein. Bon, les 3 chaînes ont bien sûr promis de contester la décision devant les tribunaux, et la plateforme d'opposition a carrément lancé une procédure de destitution de Zelensky. Bon, il y a peu de chances que ça aboutisse, hein, parce qu'ils n'ont pas la majorité au Parlement, mais il est clair que cette mesure est liée à plusieurs facteurs. La chute du taux d'approbation de Zelensky, hein, le dernier sondage lui est pas franchement favorable. Sondage qui montre d'ailleurs que la plateforme d'opposition, en cas d'élection législative demain, serait le premier parti. Hein, d'accord, ils auraient le double du nombre de voix qu'obtiendrait le parti présidentiel. Donc ça, c'est pas bon du tout pour Zelensky. Ce sondage montre aussi que 74,3% des Ukrainiens considèrent que le pays va dans le mur. Voilà, donc, ouais, non, clairement, c'est pas bon. Mais bon, comme l'a dit Medvedchuk, c'est pas en censurant les trois principales chaînes d'opposition que ça va changer quoi que ce soit au taux d'approbation de Zelensky, parce que c'est pas ça qui va faire baisser les tarifs de gaz, d'électricité, d'eau chaude, ou créer des emplois miraculeusement, malgré les confinements débiles à répétition. Au contraire, je veux dire, les manifestations contre le génocide tarifaire se poursuivent, d'accord, hein, il y en a encore à Jitomir, j'en ai vu sur l'autoroute Kiev, je sais plus où, mais enfin, une des autoroutes qui part de la capitale, donc ça continue, je veux dire, les gens continuent de manifester, parce qu'ils comprennent bien que Zelensky se fout de leur gueule. Donc c'est pas en censurant les chaînes d'opposition que les factures de services publics des Ukrainiens vont baisser par miracle, et que leur opinion sera plus favorable envers toi. Vous êtes en train de foutre le couvercle sur la cocotte minute, c'est tout ce que vous faites. Je vous préviens, ça va vous péter à la gueule, ça va être très méchant. Mais là, clairement, Zelensky a passé le Rubicon de la dictature. Là, la prochaine qui est dans le collimateur, c'est la chaîne Nash, qui appartient à l'ancien député ukrainien Evgeny Mouraïev. Là, les néo-nazis font des manifestations sans arrêt devant et exigent sa fermeture. Je pense que ça va être la prochaine sur la liste. Donc la censure va se poursuivre jusqu'à ce que tous les médias d'opposition soient muselés et que il ne reste plus que les médias qui vont promouvoir la propagande militariste du régime. Parce que voilà, il faut préparer la population à la guerre. Il faut préparer la population ukrainienne à un nouveau bain de sang. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça aussi que l'Ukraine veut utiliser des drones pour son attaque contre le Donbass, parce que perdre un drone, sur le plan médiatique, c'est moins problématique que de perdre des soldats par centaines, si tu veux. Ça n'a pas le même impact au niveau de la population, hein, de perdre un morceau de ferraille et de perdre des êtres humains, d'accord ? Donc, voilà pourquoi. Voilà. Et donc je vous disais que pendant ce temps-là à Kiev, donc on a Zelensky qui te dit que les médias censurés sont financés par la Russie. Et Avakov, le ministre ukrainien de l'Intérieur quand même, lui a justifié la censure de ces médias d'opposition en disant qu'ils sont financés depuis la RPD. Non, je vous montre le screenshot, c'est pas une blague. Donc c'est à l'antenne de l'émission Prava na Vladu, il a donc raconté que les chaînes TV de Kozak étaient financées soi-disant avec de l'argent gagné sur le territoire de l'RPD et entre autres les livraisons de charbon. Alors, les mecs, faudrait savoir. Non, parce qu'un jour vous dites qu'on n'a pas de pognon, hein, qu'on est sous perfusion financière de la Russie, qu'on ne survivrait pas sans ça, que les gens n'ont rien à bouffer, et le lendemain, vous nous sortez qu'on finance non pas une, non pas deux,
Mais 3 chaînes télévisées ukrainiennes majeures. Non, parce que c'est pas des petites chaînes locales, là, dont on parle, là, 1500 personnes, d'accord? Donc la RPD finance des chaînes qui emploient 1500 personnes. Les mecs, faudrait vous décider. Non, parce que là, ça fait rire tout le monde ici. Hein. Je peux t'assurer, quand on a vu passer ce truc, tous les blogueurs de RPD, de RPL se sont fendus la poire. Hein. Non, mais tout le monde se fout de votre gueule, là. Non, mais parce qu'il faudrait savoir, quoi. Tu vois, enfin, soit on n'a pas de fric et on dépend totalement de la Russie, soit on a de quoi financer 3 chaînes de télé et 1500 employés en Ukraine. Enfin, vous avez tous craqué votre slip. D'accord, hein, là, faut arrêter, là. C'est stop, c'est du délire complet. Donc, voilà la situation. Situation à suivre. Je pense qu'on va aller, et c'était ce que je craignais. Je l'avais dit, hein, qu'on allait aller vers une escalade lente, mais régulière, de la situation. Parce que la situation dégénère non seulement en Ukraine, mais aussi chez ses patrons occidentaux. Voilà, là aux États-Unis, ils sont en train de diaboliser l'électorat de Trump. Tu peux pas diaboliser la moitié de ta population et t'attendre à ce que ça se passe bien. Ça va mal se finir. Ça va mal se finir, donc voilà, il faut surveiller non seulement ce qui se passe en Ukraine, mais il faut surveiller surtout ce qui se passe aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et quand ça va commencer à dégénérer sévèrement dans ces pays-là, on va voir le feu vert donné à l'Ukraine. Mais je pense clairement que, de toute façon, il va falloir distraire tout le monde, pas seulement la population ukrainienne, mais aussi la population américaine, etc., de ce qui se passe. Et puis pouvoir dire, ah, regardez, la Russie a agressé l'Ukraine quand on va se défendre, et puis que s'il y a nécessité, la Russie nous viendra peut-être en aide. Et ça va être l'occasion, comme avec l'Ossétie du Sud, de regarder, ah, regardez, la Russie a envahi l'Ukraine, blablabla. Voilà. Et puis dire, voilà, faut arrêter Nord Stream 2, faut ci, faut mi, enfin, tu vois le truc. Enfin, ça n'est que ça, clairement, l'arrivée de Biden à la tête des États-Unis, c'était le mauvais scénario. Et voilà, la présidence de Trump nous a accordé quelques années de répit, mais clairement, je veux dire, l'administration Biden, c'est une administration Obama bis. Donc on va retrouver la même politique étrangère, et donc c'est mauvais, c'est très mauvais. Donc puisqu'ils n'arrivent pas à déstabiliser la situation en Russie avec Navalny qui est complètement grillé, il y a de bonnes chances qu'ils vont réchauffer la situation ici. Donc voilà, situation à suivre de très près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, prenez soin de vous.